Alors, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cet autre live euh, du 26 février 2023. Donc, ce soir, on doit une fois de plus parler de l'actualité sur la procédure, parler de tout ce qu'il faut savoir sur les demandes d'admission et bien évidemment, donc voilà, bien évidemment, voilà, désolé, hein. Il fallait bien que je me rassure que le son est bon. Alors, bonsoir à tous. Donc, ce soir, je dois revenir d'abord sur le live que je fais dimanche dernier. Et dans ce live-là, je parlais du fait que c'était possible, avec plus ou moins 700 000 francs CFA, de faire sa procédure jusqu'à l'obtention du visa. Donc, ensuite, je dois parler des ambitions. Et on va un peu voir les motifs de refus qui reviennent de plus en plus cette année. Et on va également parler de la prise en charge parce que il y en a qui ont déjà soit une admission et ils ont besoin de passer à la prochaine phase et forcément ils se posent des questions sur les conditions et les montants dont doit détenir le garant. Et à la fin de ce live, comme d'habitude, je dois répondre à toutes vos questions. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là et de pouvoir répondre à vos questions. Donc, j'espère que vous avez noté toutes vos questions. Et voilà. Donc, sans plus tarder, je dois entrer dans le vif du sujet. Mais avant, je rappelle quand même que vendredi, à partir de 16 heures sur la page Facebook, désormais, je dois également faire un live où on doit également parler d'un sujet de la procédure, bien évidemment. Et ce live-là également, serait un duplex sur YouTube aussi. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas le regarder sur la page Facebook Étudier en Belgique, vous pouvez regarder sur YouTube Étudier en Belgique également. N'oubliez pas mon logo. Mon logo, c'est toujours EB ou alors celui de mon agence Je Travel. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui font là des démarches et parfois on peut se tromper de cible en tout cas. Alors donc, la semaine dimanche dernier, j'ai parlé du fait que c'était possible de faire sa procédure avec 700 000. Et je reviens dessus, je fais un résumé parce que tout au long de la semaine, il y a des questions qui revenaient sur cette problématique-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cela est possible pour quelqu'un qui fait les démarches de lui-même et essaie d'être au cœur de sa procédure. Donc, je ne sais pas si vous m'écoutez, hein, donc n'hésitez pas. J'espère que la qualité sonore est bonne. Hein. Donc, j'espère vraiment qu'on m'écoute. Alors, euh, pour quelqu'un qui est un peu curieux, qui sait ce qu'il veut et qui estime qu'il n'a pas assez de moyens, parce que moi je dis toujours, lorsqu'on n'a pas les moyens de sa politique, on essaie de se donner les moyens et on fait avec ce qu'on a et on donne tout pour que cela aboutisse. Donc, beaucoup de gens, non seulement n'ont pas de moyens, mais ils veulent qu'une tierce personne s'occupe de leur procédure. Ça, c'est pas évident. Donc, lorsqu'on n'a pas les moyens, on fait avec les moyens de bord et on donne tout pour pouvoir réussir sa procédure. Donc, et maintenant, pour ceux qui se posent la question de savoir, bah, moi, je sais pas comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, si je n'ai jamais fait une procédure pareille, comment est-ce que je m'y prends? Donc, j'insiste toujours dessus. Et ce que je vais dire, c'est que il y a mon programme d'accompagnement intitulé le guide complet qui coûte 110 000, ouais, 110 000, donc plus ou moins 168 euros. Dans ce programme-là, je vous explique ce qu'il faut faire étape par étape de vous-même jusqu'à l'obtention du visa. Donc, avec ce programme-là, l'avantage aussi, c'est que nous vous assistons gratuitement tout au long de votre démarche. Donc, il n'y a plus d'honoraires à payer
pour ceux qui ont pris ce guide complet-là. Par contre, pour ceux qui veulent se faire assister, en fait, qu'on les accompagne personnellement, qu'on s'occupe de tout, qu'on s'occupe de leur équivalent, de leur admission, oui, en ce moment, il faut payer des honoraires de prestations de services. Voilà, ce qui vous revient plus cher. Et c'est pas ce que je souhaite. Donc, le plus souvent, je recommande à l'étudiant d'être au cœur de sa procédure. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas la procédure, il achète le guide complet. Et dans ce guide complet-là, il a la possibilité de se faire assister en ce moment gratuitement. Mais, cependant, il reste au cœur de sa procédure. Ça, c'est important. Donc, je vais m'arrêter là pour cette thématique-là. N'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne YouTube ou alors sur la page Facebook, le live que j'ai fait où j'expliquais tout cela. Maintenant, entrons dans la phase qui nous intéresse, les admissions. Vous savez, les admissions ont commencé depuis début janvier. Et cette année, au niveau des universités, les admissions vont se clôturer le 31 mars. Donc, dans les années antérieures, les admissions auprès des universités allaient jusqu'au 30 avril. Mais cette année, ce n'est plus le cas. Donc, maintenant, les admissions s'arrêtent le 31 mars. Donc, il faut tout faire pour pouvoir candidater auprès des universités avant cette date butoir-là. Et c'est rassurer qu'on respecte les conditions. Donc, ça, c'est très important. Par contre, dans des hautes écoles et certaines écoles privées, les admissions peuvent aller au-delà du 31 mars. Donc, ça, il y a toujours l'information sur le site internet de chaque école. Par contre, au niveau des admissions cette année, c'est quand même un peu très compliqué. Dans la mesure où il y a tellement de motifs de refus qui reviennent cette année. Donc, pour moi, qui fais la procédure depuis plusieurs années déjà, sans vous mentir, il y a des motifs que moi-même, j'essaie de comprendre. Je m'assois pour essayer de comprendre concrètement c'est quoi le motif. Parce qu'au niveau des universités, dans le passé, lorsqu'on avait une moyenne de 10 sur 20, on pouvait postuler à l'université si on avait réussi 2 années dans l'enseignement supérieur depuis son pays. Mais cette année, c'est plus le cas. Donc, vraiment, c'est un peu plus complexe que ça. Mais toujours est-il que pour s'inscrire à l'université en bachelier, c'est-à-dire première, deuxième année, il faut avoir une moyenne de 13 sur 20 au bac. Donc, ça, c'est très important. Il faut avoir une moyenne de 13 sur 20 au bac. Donc, pour ceux qui n'ont pas 13 sur 20 au bac et qui ont quand même réussi 2 années dans l'enseignement supérieur, surtout ne pas postuler à l'université de Mons. Surtout pas. Postuler peut-être à l'université de Bruxelles, l'université de Liège. Là, à mon avis, ça doit être encore un peu plus favorable. Par contre, à l'université de Mons, c'est l'université que je ne conseille pas cette année si la personne ne remplit pas les conditions à 100%. Vraiment, faites très attention. Par contre, vous pouvez vous retourner vers des hautes écoles et des écoles privées pour ceux qui font des formations en gestion, etc. Donc, au niveau des admissions, en plus du fait qu'il faut remplir les critères, vous êtes sans ignorer qu'il y a des frais d'études et dossiers qu'il faut verser à chaque université. Et ces frais d'études et dossiers-là ne sont pas remboursables. Donc, dès lors que l'école ne vous accepte pas, les frais d'études et de dossiers ne sont pas du tout remboursables. Et c'est un peu ce qui fait que beaucoup de gens hésitent à savoir s'ils vont postuler ou pas. Dans les hautes écoles, ces frais-là s'élèvent à environ 50 €, d'autres ne prennent rien du tout, donc c'est vraiment du cas par cas. Dans les écoles privées, c'est plus ou moins 300 €. Donc, il y a des écoles privées qui vont demander 300 € et d'autres qui vont demander 200. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Sauf que dans les écoles privées, il n'y a pas toutes les filières. Donc, vous n'allez pas trouver des filières, par exemple, de technique et tout. Donc, dans les écoles privées en Belgique, ou alors les écoles privées qui sont présentes en Belgique, eux, ils organisent des formations dans le domaine de la gestion. Donc, c'est un peu ça au niveau des admissions. Pour les écoles qui sont encore ouvertes aux admissions, il y a toutes les universités. Donc, auprès de toutes les universités, là, nous sommes le 26 février, donc les inscriptions vont jusqu'au 31 mars auprès des universités. Il y a la Haute École Condorcet qui ouvre les inscriptions le 6 mars.
Il y a la haute école en Hainaut, la HEH qui ouvre également en début mars, le 6 mars. Il y a il y a la haute école de la province de Namur qui était censée ouvrir en fin février. Donc, je suppose que la semaine qui commence, cette haute école-là doit également ouvrir des inscriptions. Il y a encore la haute école de la ville de Liège qui doit également ouvrir des inscriptions d'ici là. Donc, vraiment, il y a aussi la haute école, avant ça s'appelait la CESOA. Maintenant, je me rappelle plus très bien le nom. Mais c'est une école qui forme en optique. Donc, donc c'est important de noter les établissements que je viens de donner qui ouvrent les inscriptions très, très, très prochainement ou alors dont les inscriptions sont déjà ouvertes chez eux. Alors, maintenant, on va parler un peu de prise en charge parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit et ils étaient intéressés par la prise en charge et ils souhaitaient avoir plus d'informations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du garant, lorsque vous avez déjà votre admission et que vous voulez introduire votre demande de visa, il faut un garant. Et pour que le garant puisse vous signer une prise en charge, il faut qu'il euh, respecte les conditions, que ce soit financières ou alors les conditions, s'il est hors d'un pays de l'Union européenne, il doit falloir justifier les liens de parenté. Si le garant, par exemple, réside en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, bref, dans un pays de l'Union européenne, euh, il n'a pas besoin de justifier les liens. Donc, en ce moment-là, il faudrait juste qu'il ait un revenu mensuel chaque mois de 2758 euros net par mois sur sa fiche de paye. Et une fois qu'il a ce montant-là, il peut vous prendre en charge. Maintenant, si le garant réside dans un pays hors de l'Union européenne, au Canada, aux États-Unis, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, au Mali, bref, dans n'importe quel pays, dans un de ces pays-là, un pays hors de l'Union européenne, il faudrait justifier des liens de parenté entre l'étudiant et le garant. Donc, c'est un peu ça la complexité des choses. C'est pourquoi il est toujours intéressant d'avoir un garant dans l'Union européenne, comme ça au moins on n'a pas cette restriction-là. Pour les autres conditions, ça reste pareil. Hein. Donc, même s'il est au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, je sais pas quoi, il faudrait qu'il justifie, s'il est salarié, qu'il justifie qu'il perçoit des revenus par mois net de 2758 euros, ce qui revient à environ, un instant, je vais calculer avec vous, euh, environ 1 809 000 francs CFA. Donc, il faudrait qu'il justifie qu'il a ces revenus-là. Donc, s'il n'a pas ce revenu-là, malheureusement, il ne peut pas vous signer une prise en charge. Il faut faire très attention de prendre des garants qui sont pas solvables. Parce que lorsque le garant n'est pas solvable et que vous introduisez une demande de visa, il y a de fortes chances que vous ayez un refus. Alors, donc, euh, pour ce soir, voilà un peu les points dont je tenais à partager avec vous. Donc maintenant, je vais me faire le plaisir de répondre à vos questions, si vous en avez bien sûr. Donc tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main et à demander juste la question. Je vais activer votre micro et voilà, ça serait un plaisir pour moi de répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir Elvis, bonsoir Lionel, bonsoir Edwin, bonsoir Alan, lui, Marie, Freddy, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous avez Il est 23 heures. Est-ce que quelqu'un a des questions en ce qui concerne soit sa procédure, soit son dossier, ou alors une question générale qui lui taraude l'esprit? En attendant des questions, euh, je vais vous faire part d'un cas de refus et si ça peut vous aider à mieux comprendre les choses. Donc, euh, il y a un étudiant qui a eu l'admission l'année dernière à l'université de Mons.
mais malheureusement, il n'a pas obtenu son visa. Il a essayé de demander il a fait une demande de reconduction cette année de sa demande d'admission à l'université de Mons, bien sûr, et cela a été rejeté sous prétexte que les lois ont été modifiées et qu'il n'a pas eu 13 de moyenne au bac. Donc, quand il m'a contacté, je lui ai fait tout simplement comprendre qu'il fallait qu'il entre en contact avec le commissaire du gouvernement pour contester cette décision de refus. Parce qu'à mon avis, la loi n'est pas rétroactive. Donc, dès lors qu'on lui a accordé une admission l'année dernière et que cette année, il y a de nouvelles dispositions de la loi, je vois pas en quoi cela le concerne. Donc, il faut faire un recours. C'est gratuit. Donc, lorsque vous avez un refus de demande d'admission, il y a un moyen de faire un recours lorsque vous estimez que la décision de refus a juste été un peu prise de manière abusée ou hasardeuse. Donc, j'ai demandé à la personne de faire un refus. Le deuxième cas, c'est une étudiante qui a eu un bac avec 12,56 et qui est en master 2 et qui a introduit une demande d'admission auprès de l'université de Mons toujours, et cette demande a été rejetée sous prétexte que la personne n'a pas eu 13 au bac. Alors, en postulant avec ce niveau-là, on estimait que vu qu'elle a déjà réussi plus de 2 années dans l'enseignement supérieur avec des très bonnes notes, donc des 13 et des 14, elle avait plus de chances, mais malheureusement, elle n'a pas été retenue sous prétexte qu'elle n'a pas eu 13 de moyenne au bac. Donc, ça, c'était important de le savoir parce que ça vous permet quand même d'avoir une idée des changements, que ce soit au niveau des demandes d'admission et etc. Alors, on va donner la parole à Marie. Il faut activer le micro. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à Bonsoir tous. Marie, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous? Ok. Bien, merci. Tu nous appelles de Côte d'Ivoire, je suppose. Oui, de la Côte d'Ivoire. Ok. Ok, on t'écoute alors. Ok, j'ai deux questions à poser. Ok. Dans les documents à fournir pour les demandes d'admission, ils avaient parlé pour l'Université de Liège, ils avaient parlé de plan détaillé de financement. Ok, oui. Et je vais savoir, ça revenait à faire quoi, le plan détaillé de financement? Ok. Ça c'est la première question. Oui. La Oui, ça c'est la deuxième. première question. La deuxième question, c'est concernant le garant. Quand Oui. une personne se porte garant pour un étudiant, est-ce que cette personne est obligée de fournir l'argent que l'étudiant doit avoir par mois? Je sais pas. Euh, Si ils sont regardant du côté de l'argent que l'étudiant doit avoir par mois, je sais pas. bon, quand tu dis fournir, ça veut dire euh, est-ce qu'ils vont se rassurer que cette personne donne de Oui, l'argent qu'il y a des chaque mois? versements chaque fin du mois pour l'étudiant. Ok. Donc, je vais commencer peut-être par la deuxième question. Peut-être c'est plus facile. D'accord. Mhm. Donc, de toute façon, ils ne vérifient pas. Ça, c'est pas leur problème. Donc, que l'étudiant perçoive de l'argent ou pas, D'accord. c'est pas ça. Il n'y a pas de vérification à faire. Alors, Mhm. maintenant, pour le plan de financement, euh, lorsque tu remplis ton formulaire de candidature en ligne, il y a une page où on va te demander comment est-ce que tes études seront financées à l'Université de Liège ou alors en Belgique. C'est un peu ça le plan de financement. Il faut choisir soit le garant, soit une bourse d'études. Et je pense que c'est toujours plus aisé de choisir le garant. Mhm. Donc, lorsqu'on a choisi le garant, la personne doit remplir le formulaire de prise en charge qu'on appelle annexe D'accord. 32. Oui. Il doit remplir et signer. S'il est en Belgique, donc si la personne réside en Belgique, il doit aller Mhm. à la commune et il doit faire légaliser cela à la commune. D'accord. S'il ne réside pas en Belgique, s'il est peut-être en France, ailleurs, il doit juste remplir le document
et signer. Et il doit joindre à ça sa carte d'identité et ses 3 derniers bulletins de paye. D'accord. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est un peu ça le plan de financement qu'il doit falloir joindre à ton dossier de demande d'admission en ligne. D'accord. Donc, voilà, tout simplement. Je ne sais pas si ça répond à ta préoccupation. Oui, ça répond à ma préoccupation. En y pensant, j'ai une autre question. Ok. Ouais. Concernant le lien de parenté avec le Oui. garant, Oui. il peut être une personne de la grande famille ou forcément doit être le frère d'un de tes parents ou ton parent. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Ok, donc il faut justifier les liens jusqu'au 3e degré. Donc, c'est-à-dire que ça peut être soit le père ou la mère, ça peut être l'oncle, ou alors ça peut être le frère ou sa sœur. D'accord. Bon, je pense que à mon avis, un cousin aussi peut, normalement, ça devrait passer. D'accord. D'accord. Et si c'est pour la demande de visa, c'est en ce moment qu'il faut justifier des liens, hein. Mais si c'est pour son plan de financement pour une demande d'admission, l'université s'en fout, hein. L'université a juste besoin d'un document de prise en charge qui prouve que cette personne-là s'engage envers la Belgique pour prendre en charge l'étudiant durant son séjour à l'université de Liège, tout simplement. Donc, l'université ne vérifie pas les liens. C'est c'est lorsqu'on fait la demande de visa qu'il faut justifier les liens. D'accord. Okay. De toute façon, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à revenir. D'accord, pas de souci. Merci. De rien. Euh... Ah, tu veux encore parler? Ok. Non, c'était juste un bug sur mon téléphone. Ok, d'accord, c'est pas grave. Alors, euh, donc, pour ce qui est du plan de financement, parce que je reviens dessus parce que je vois il y a beaucoup d'étudiants qui sont beaucoup stressés lorsqu'ils entendent le plan de financement des études, ça se passe comment et tout. C'est tout à fait normal, mais c'est assez simple. Pour votre plan de financement à l'Université de Liège, vous pouvez trouver n'importe qui a des revenus, donc plus ou moins 2 700 € de revenus par mois, et vraiment supplier cette personne-là de vous signer le document de prise en charge pour votre plan de financement. Donc, ce plan de financement qu'on introduit au moment de sa demande d'admission n'est pas obligé d'être le même plan de financement, c'est-à-dire la même prise en charge que vous allez introduire votre demande de visa avec. Donc, vous pouvez faire un plan de financement pour votre demande d'admission avec quelqu'un, voilà, qui vous aide juste à avoir ce document de plan de financement. Une fois que vous avez votre admission, maintenant, pour la demande de visa, vous pouvez trouver quelqu'un d'autre qui va vous signer la prise en charge de demande de visa, tout simplement. Donc, voilà un peu l'astuce que je voulais vous dire parce qu'il y en a qui pensent que vu que mon plan de financement a été signé par X pour ma demande de visa, est-ce que ça doit être le même? Donc, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Alors, Edwin, on va... Ok, je te donne la parole. Il faut juste activer le micro. Bonsoir. Bonsoir, Edwin. Oui, Edwin merci nous de appelle. nous appeler. Bon, moi, je suis présentement au Maroc. Ah, ok. Pour des Bon, études? oui, pour des études, bien sûr. Ok, d'accord, super. Ouais, on t'écoute. Ok, bon, j'avais, on va dire, 2 points. Il y a une question, bien sûr, et j'aurais bien aimé juste avoir un petit conseil également de votre part par après. Bon, le Ok, premier point, juste pour revenir par rapport
au plan de financement, parce que tout à l'heure, j'étais un tout petit peu préoccupé, je suis arrivé en cours. Je n'ai pas très bien saisi certains points de la réponse apportée tout à l'heure, à savoir, par exemple, moi, j'ai ma tante directe qui réside en Grande-Bretagne. Et c'est Ouais. elle que j'aimerais faire entrer, en fait, comme étant, par exemple, mon garant, que ce soit pour la demande de visa ou même pour le plan de financement. Donc, Ouais. j'ai pu entendre que pour le plan de financement, la personne en question, si elle n'est pas dans l'Union européenne, elle doit donc se rendre, je pense, soit à l'ambassade ou bien au consul avec les documents de l'annexe légalisés. Et je pense que c'est la pièce d'identité. Je ne sais pas s'il y a autre chose que j'ai omis. Bon, déjà pour répondre à cette préoccupation, si ce n'est que pour le plan de financement de la demande d'admission, elle n'a pas besoin d'aller au consulat. Donc, Okay. elle doit juste remplir l'annexe 32, elle doit signer et elle va joindre à ça sa carte d'identité et ses 3 fiches de salaire. Si c'est pour le plan de financement de l'université. Maintenant, c'est une fois qu'il y a l'admission, pour la demande de visa, elle doit remplir une autre fiche de prise en charge. En ce moment-là, elle va joindre l'attestation d'admission et elle va donc se rendre à l'ambassade de Belgique en Grande-Bretagne et elle va faire légaliser par le consulat ou l'ambassadeur. Ok. Oui, donc c'est un peu ça. D'accord. Donc, merci déjà. Je pense que sur ce point, c'est bien plus clair. Et Donc, juste pour terminer quand même dans la même optique, en ce qui s'agit de, bon, celui-là, ce sera déjà l'étape concernant le visa. Par exemple, pour trouver le lien de parenté. Vu que moi, ma mère, par exemple, est au Cameroun et que ma tante est en Grande-Bretagne depuis, concernant l'acte de naissance, comment ça pourra se faire, par exemple, pour pouvoir prouver qu'elles ont la même mère? mais, non, ils n'ont qu'à prendre les 2 actes de naissance des 2. OK. On va prendre l'acte de naissance de ta maman, l'acte de naissance de ta tante, puisque forcément sur les 2 actes de naissance, il y a le nom de la même mère et la date de naissance de la mère. Tout à fait. Oui, tout simplement. C'est ça qui permet de savoir ça. OK. Bon, là, c'était plus du genre, vu que ma mère, par exemple, est au Cameroun, est-ce qu'elle devra envoyer un scan ou bien se déplacer à l'ambassade de Belgique au Cameroun, par exemple? C'est plus par rapport à ce détail-là, pour pouvoir Non, bien prouver, en fait. la maman au Cameroun n'a pas besoin, elle n'a rien à faire dans les démarches. Elle n'a qu'à donner une copie de son OK. acte de naissance. Donc, en ce moment-là, il y a 3 actes de naissance qui vont entrer en jeu. L'acte de naissance de ta maman, ton acte de naissance et l'acte de naissance de la tante. Donc, on regarde les noms des parents, en fait, c'est-à-dire ta maman et ta tante, on va voir qu'ils ont la même maman. On s'approuve qu'ils sont des sœurs. Et maintenant, sur ton acte, on voit le nom de ta mère pour être sûr que voilà, c'est ta maman et l'autre, c'est ta tante. D'accord. Je pense que c'est clair. Merci déjà. Au niveau des liens de parenté, ça n'intervient pas pour le plan de financement de l'université. Donc ça, c'est uniquement pour la demande de visa. Donc l'université n'est pas là pour demander des liens, c'est qui non. OK. Je pense que pour ce point, c'est très clair. Je vous remercie. Bon, juste pour terminer, le Ouais. second point, donc, c'était juste un petit conseil concernant moi, ma situation, par exemple, au Maroc. J'y suis, ça fait sensiblement, ça c'est ma 7e année déjà. J'ai fait une formation en génie civil et j'envisage cette année, par exemple, de postuler en Master 1 à l'Université de Liège, précisément. J'ai déjà introduit une demande d'équivalence qui a été réceptionnée. J'attends que ce soit disponible.
Bon, j'aimerais juste savoir, en fait, concernant ma situation. Par exemple, j'ai 32 ans cette année. Je ne l'ai pas encore. J'aurai un mois de juillet. Et j'envisage de postuler en Master 1, par exemple. Mon baccalauréat, je l'ai eu avec 10. On va dire la licence, je l'ai eu avec 15 sensiblement. Bon, à travers ces petits détails, en fait, j'aimerais savoir ce que vous pourrez me conseiller, si ce serait judicieux. Parce que, bon, à part l'Université de Liège, par exemple, où j'aimerais postuler, jusqu'ici, je n'arrive pas encore à trouver concrètement certaines formations dans mon domaine dans lesquelles ma condition entre parmi les critères, quoi. J'ai pu trouver certaines écoles où, relativement le baccalauréat, on demande plus de 12. D'autres, il y a des critères d'âge également, par exemple. Donc, j'aimerais un tout petit peu votre point de vue concernant cela, si c'est possible. Ok. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, l'âge n'est pas trop un problème. Donc, l'âge en soi n'est pas un problème. Donc, maintenant, oui, tu as eu le bac avec 10. Après le bac, tu as une licence en génie civil, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc, et tu souhaites postuler en master à l'Université de Liège, toujours dans le domaine du génie civil, c'est ça? Bon, l'Université de Liège, ce n'est pas exactement notre domaine de génie civil. C'est une formation en environnement, mais dans les prérequis, les titulaires des diplômes en génie civil également peuvent y postuler. Ok. Et est-ce que tu as vérifié les critères de sélection, les conditions d'admission pour cette filière-là? Oui, je pense que je les ai déjà vérifiés. C'est un ami à moi également qui a eu à faire la même formation que moi, qui avait une admission il y a cela 2 ans, mais il a choisi ailleurs. Donc, en regardant les critères, je réponds également à ces critères-là, en fait. Ok. Parce qu'il y a des filières en master où il faut un test de langue anglaise. Donc, si tu as déjà vérifié qu'il ne faut pas de test, je dirais oui, pourquoi pas. Tu peux tenter ta chance, tu peux postuler. Okay. Donc, ça, il n'y a aucun problème, tu peux postuler. Mais si c'est une formation où on demande un niveau de langue, bah, il faut à tout prix avoir le, surtout que lorsque si c'est vraiment si c'est le master, c'est en génie civil, ça, je peux te dire que toutes les formations dans le génie civil, en master, il faut un niveau de langue. En informatique, si c'est toujours en master, il faut le niveau de langue. En sciences de gestion, dans la plupart des filières ingénieurs de gestion, il faut un niveau de langue anglaise. Donc, mais dans les domaines comme l'environnement, les sciences énergétiques et tout, il y a de fortes chances que le programme soit en français et qu'ils n'ont pas forcément besoin d'un étudiant qui doit justifier un test de langue anglaise. Donc maintenant pour la filière, je dirais oui, ouais, tu peux tenter ta chance. En plus que tu as eu ta licence avec Kings, Oui. ouais, c'est un atout quoi. D'accord. Donc, merci bien pour le conseil. Et juste pour terminer, un petit détail. Étant ici également de mon côté, je fais un petit job en fait en parallèle. Par exemple, où j'ai des bulletins de paye, par exemple, des CDD sur 6 mois. Est-ce que ce serait bénéfique pour moi d'introduire ça peut-être d'une certaine façon pour que ça puisse jouer à mon avantage ou ça ne vaut pas la peine? Il y a moyen d'introduire cela et demander une valorisation des acquis donc de cette expérience-là. Sauf que il faudrait être capable de justifier la liste des tâches et de ce travail-là. Donc, il faudrait vraiment avoir une liste de tâches qui peut être signée par l'entreprise qui confirme qu'effectivement, pour ce travail-là, voilà les tâches que tu as eu à faire exactement. Ok. Ce n'est que sur la base de ces tâches-là que l'université peut essayer de faire une valorisation
en fonction de cette expérience-là. Donc, mais maintenant, si tu ne peux pas justifier la liste des tâches et tout, ça, je dirais, c'est quasiment impossible. Donc, mais maintenant, si tu peux le justifier, oui, pourquoi pas. Si tu as dit que c'était toujours dans le même domaine, le travail, c'est toujours dans le même domaine. Non, c'est dans un autre domaine. C'est dans le centre Ah, d'appel précisément, en fait. ah non, si c'est dans un centre d'appel, non. Non, j'ai cru que c'était dans le même domaine. Non, si c'est dans un centre d'appel, non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la formation que tu as fait à la base et l'expérience acquise. Non, ça c'est. Euh, il faut juste justifier les années de travail avec ces documents, mais pas demander une valorisation des acquis professionnels, comme ça s'appelle, parce que voilà, qu'est-ce que je vais dire? C'est pas dans le même domaine, ouais, tout simplement. D'accord. Merci. Je pense que ce sera suffisant pour moi. Merci bien d'avoir répondu à ma question. Ok, de rien, hein. De toute façon, s'il y a d'autres questions, n'hésite pas à revenir. Ok, merci. Mhm. Alors, il y a Edwin qui revient. On va. Oh, je suis Euh, désolé, c'était juste une erreur pour désactiver le micro. ok, c'est pas grave. On va reprendre Marie. Alors, Marie, on revient à toi. Il faut juste activer le micro et voilà. Ok, merci. C'est concernant les conditions pour les demandes d'admission. Oui. Puisque en Côte d'Ivoire, on ne donne pas des moyennes, on donne plus des mentions. Mhm. Par exemple, la mention passable, assez bien, très bien et bien. Et Même dans je ne l'enseignement sais supérieur, ouais, j'ai pas compris. je demande même dans l'enseignement supérieur, donc c'est-à-dire en première, deuxième, troisième année de Oui, licence, il n'y a oui, pas on de donne des notes. mentions. On donne des mentions. Généralement, pour les licences, il y a des notes accompagnées de la mention. Mais par contre, pour le bac, tu n'as pas directement la moyenne sur ta collante ou ton attestation de réussite. Ouais, mais il y a comment je vais dire ça? Il y a des points. Oui, il y a des points. Oui, mais c'est facile de diviser, hein. D'accord. Par exemple, comment je vais dire, puisque j'ai des Ivoiriens que j'ai déjà suivis et effectivement, ils ne savaient pas comment interpréter ça, comment diviser ça, mais elle avait 240, comment je vais dire, oh, c'est quoi, c'était 240 points sur 200, attends, ça, je me suis, mais on avait divisé, je crois bien, j'avais divisé ça, et euh, ça me donnait exactement un truc comme 10 sur 20 ou 10, un truc passable. Donc, il faut toujours attendre un instant pour être sûr. Je vais vraiment vérifier cela. D'accord. Euh, donc, je vais juste ouvrir son euh, dossier Belgique. C'est un dossier de 2021. Non, c'est pas 2021, c'est 2022. Euh, le stress, ouais, c'est ça. Donc, au niveau du bac, relevé du note du bac, voilà, c'est ça. Donc, ici, elle a obtenu 200, oui, elle a obtenu 200 et on a un coefficient de 20. Il faut juste diviser, il faut juste diviser les 200 par 20 pour avoir la moyenne pour avoir la moyenne sur 20. D'accord. Tu vois, elle avait 200, elle a obtenu 200. Quand tu divises par 20, elle a eu 10 sur 20. D'accord. D'accord. Ah, parce que franchement, je me demandais comment je devais calculer pour pouvoir avoir la moyenne, en fait. Mais il faut toujours diviser. Donc,
Si le nombre de points, je sais pas, tu as eu combien, tu as eu le total de tes points ou de tes notes, c'est combien? 278. 278 divisé par 20. Voilà. Ça veut dire que tu as eu 13,9 au bac. 13,90. 13,90. Ouais. Oui, c'est ça. Ça veut dire que tu as eu 13,90. Et c'est un bac de quelle année? L'année 2022. Ok, super. Bac 2022, oui. Ça veut dire que cette année, tu es en première année. Oui. Ok, super. Très bon dossier. Donc, normalement, tu as déjà fait ton équivalence. Oui, j'ai déjà introduit l'équivalence, mais j'ai pas encore eu l'équivalence définitive. Oh, mais tu n'as pas besoin d'attendre l'équivalence définitive, hein, donc Oui, je compte postuler avec l'accusé de réception et le reçu de paiement. ok, super. Ouais, 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 tu connais bien. Et maintenant, au niveau, c'était un bac scientifique ou littéraire? Scientifique. Ok. Mais je pense que normalement, en haut, la mention qu'on a mis en haut, c'est quoi? C'est assez bien, non? Oui, c'est ça. Voilà, ouais. Normalement, ça va être ça. Et scientifique, ça veut dire que les matières comme mathématiques, physique, tu as eu des notes de combien là-bas, plus ou moins? Euh, mathématiques. Mathématiques, par contre, j'ai eu 11. Et quand je vérifie sur les sites, ils demandent 12 pour l'Université de Bruxelles. Donc, ça me chiffonne un Mhm. peu. Mais Ouais. à part Ouais. ça, physique 13. Euh, les SVT 17. La deuxième langue 15. Attends, on va aller douce, on va aller progressivement. Donc, on a mathématiques, Oui, c'est un coefficient de combien? 4. Ok. Ensuite, on a quoi, physique, c'est ça? Oui, Coefficient de combien? 4 aussi. Ah, 4. Et tu as eu combien comme, tu as eu combien? La note que tu as eu En 11? Comment tu sais que tu as eu 11 en 11? maths. Parce que j'ai la note déjà multipliée par 4. Donc, je divise par 4 pour pouvoir avoir la note suivante. Ah, ok, ok, ouais, ok, j'ai réussi, tu as compris. Donc, maths, tu as 11, physique, tu as combien? 13, c'est ça? Oui. Il y a encore quelle matière là? Tu as dit quoi? Les sciences de SVT? la vie, de la terre, SVT. Oui, c'est quel coefficient combien? 4 également. Et tu as eu combien? 17. Ok. C'est, en dehors de ça, il y a encore une autre matière scientifique du premier groupe. Non, non, il n'y a plus de matière scientifique. Ok. Donc ici, euh, si tu prends, ça c'est suivant, donc si tu prends 11 plus 13 plus 17, ça te fait 41 que tu divises par, 3. divises par 3. Non, Combien? attends, 41, c'était ça, non, je crois. Oui, ça fait 41. Divisé par 3. Ça Oui, fait oui, tu divises par 3, ça donne 13, non? Ça va? oui, Pourquoi tu t'inquiètes? 13,66. Parce que pour l'Université de Bruxelles, ils ont écrit maths 12. Donc, je me demande si ça va pas poser problème. Parce que je veux vraiment pas que Ils n'ont ça pas pose précisé problème. ils n'ont pas précisé les matières des premiers groupes. Ils ont, par exemple, parce que moi, je veux faire ingénieur de gestion. Et ils demandent d'avoir des notes spécifiques pour les différentes filières. Donc, ils ont mis maths 12, physique, SVT 12, deuxième langue 12. Ouais, mais tu changes de filière, non? Ou tu changes Non, d'université. oui. Ou tu changes d'université. Tu vas à l'université de Mons. Moi, je te conseillerais l'université de Mons, l'université de Liège.
l'université de Namur, il y a aussi des filières de gestion là-bas. Par contre, parce que l'université de Mons, ils vont prendre des matières de premier groupe, donc ils vont prendre tous les 3 maths, physique, chimie, donc c'est plus de 12, ça va. D'accord. Ok, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc normalement, tu as un très bon dossier. Si tu fais des trucs à temps, normalement, tu auras une admission et voilà. Pour également le visa. C'est ce que je souhaite. Merci beaucoup. De rien. Allez, bonne soirée, hein. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait quand même bientôt 40 minutes. Et donc, comme juste pour rappeler que le vendredi, à partir des 16h, sur la page Facebook et la chaîne YouTube, je fais un live. Et le dimanche soir, c'est ici sur Telegram. Donc, je vous remercie. Sauf que la différence avec les autres plateformes, c'est qu'ici, justement, vous pouvez poser vos questions en live, donc, comme on le fait, et j'apporte des éléments de réponse instantanément. Par contre, sur Facebook et YouTube, je réponds juste aux commentaires. Donc, vous pouvez poser des questions en commentaire et je peux juste apporter des éléments de réponse pendant le live ou à la fin du live. Alors, je vous remercie tous. Et on doit tout simplement se dire à dimanche prochain. Et je vous souhaite une très, très bonne semaine et surtout, bonne chance dans vos procédures.